Bon, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Juan Hernandez. Je suis trader sur les marchés futurs. Et mon style de trading, c'est un style de trading qui se base sur des stratégies en intraday. Et, je suis aussi, je fais aussi du trading de scalping. Donc, tout se passe sur l'order flow. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'order flow, on en parlera un petit peu après. Euh, je vais commencer du coup à répondre à quelques questions. On va commencer déjà pour les personnes qui sont présentes ici. Si vous avez des questions qui, qui vous trottinent un petit peu dans la tête, euh, on va les répondre. Sinon, je vais commencer à répondre à les questions qui m'ont été envoyées par mail. Donc, j'ai quelques questions à répondre. Est-ce que Écoute, vous avez des questions pour ceux qui sont ouais, connectés? moi j'ai des questions, mais c'est un petit peu particulier, c'est précis sur un truc, alors je sais pas, tu veux faire du général, du précis? C'est général. Aujourd'hui, c'est vraiment question générale. Ah, Plateforme, broker, configuration NinjaTrader, carnet d'ordre, les outils de l'order flow. Tout ce que je peux répondre, le but c'est ça parce qu'en fait, je reçois beaucoup de messages sur Discord et je réponds à tous les messages, mais parfois, voilà, c'est mieux de montrer en direct avec une vidéo. Donc, d'ailleurs, je vais vous partager l'écran. Donc, si tu veux poser ta question, vas-y. ouais, mais ça concerne le market profile, le volume profile, donc je sais pas si c'est le moment. Oui, vas-y. Il n'y a pas d'ordre. Tu m'entends? Ouais. Oui, il n'y a pas d'ordre, j'ai dit. Il n'y a pas d'ordre de. C'est vraiment En fait, question par question. j'ai visionné ta vidéo que tu as fait en direct pour l'analyse sur les bons US, là. Mhm, En fait, je voulais te poser deux questions, ou trois, concernant l'analyse pré-market sur le volume et le market profile. mhm, Quel est en fait le plus efficient entre effectuer l'analyse avec les profils Globex plus le cash, le RTH? mhm. Est-ce que tu les merges ensemble ou tu les sépares distinctement, mais que tu les affiches quand même? Ou alors seulement le profil RTH pour l'analyse? Et ensuite, pour les sessions de trading pures, à 14h20, je précise, je te parle des bons, parce que ça a probablement une importance par rapport aux profils qui sont souvent mal distribués, c'est pas, pas la même chose que les bons. Donc, je précise, ouais, ma question concerne surtout les bons. Et concernant donc la session trading cash, il est préférable donc, de ne garder uniquement les profils, pareil, RTH, ou alors pendant la session de trading, merger tout également. Par rapport, par la partition cash, tu parles des indices, des indices américains? Ouais. D'accord. Là, je parle des bons du trésor, UB, tout ça, c'est Alors dingue. là, tu parles qu'il y a des monnaies trésor, donc tu parles soit la session Globet, soit la session RTH, c'est ça? Voilà, en fait, pour l'analyse, Pour l'analyse. D'accord. euh, tu prends que la session Globex et ben, tu merges les deux quand tu fais tes analyses. Mhm, Et pareillement pour la session cash, mhm. est-ce que tu affiches le market profile, le volume profile uniquement des sessions cash ou pareil de tout? D'accord. Alors, par rapport à cette question, voilà, c'est une question très importante parce qu'en effet, il y a toujours une confusion par rapport aux horaires du marché. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la session, ce qu'on appelle la session Globets, donc la session Globets, c'est la session qui dure toute la journée, bon, presque toute la journée. D'accord? Entre minuit, heure française, jusqu'à 23 heures, heure française. D'accord? Donc Globets, on parle du marché des futurs américains, ce qu'on appelle le CME. D'accord? Donc quand Eric pose la question par rapport aux horaires Globets, c'est les horaires qui concernent toute la nuit. Donc en gros, c'est les mouvements qui ont lieu toute la journée. D'accord? Par rapport à l'analyse du coût du market profile, on a la possibilité en effet de regarder les horaires Globets ou de regarder uniquement les horaires, ce qu'on appelle RTH. Donc RTH, ça veut dire Real Trading Hour
En gros, ça veut dire les horaires réels. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant que les marchés électroniques existent, on avait des sessions, ce qu'on appelle des sessions pit. C'est-à-dire que les traders, ils s'allaient à la corbeille, en fait, ils allaient échanger là-bas leur contrat. D'accord? Donc, historiquement, c'était à 14h20 heure française. Donc, je pars toujours en heure française. Donc, aux États-Unis, c'est le matin. Et à Chicago, il est 8h20. Donc, les bons des trésors américains, ce qu'on appelle la session pit, ouvrent à 14h20. On ne parle pas vraiment des sessions cash parce qu'il n'y a pas de cash dans les marchés des bons. On parle plutôt des sessions pit, d'accord? Donc la session à la corbeille. Pour les marchés d'actions, ça va être la même chose. On va parler des sessions Globex, mais aussi de la session cash. Donc la session cash américaine ouvre à 15h30. D'accord? C'est quand les actions peuvent être négociées à la bourse de Chicago. Donc par rapport à l'analyse, on a en effet les deux possibilités de regarder les deux profils. Et par rapport au bon des trésors, ce qui se passe, c'est que le matin, le bon des trésors qui fait le lead, qui est le leader des mouvements dans tous les bons des trésors, c'est le Bund allemand, qui est le bon des trésors allemand à 10 ans. Donc c'est la dette allemande qui est mise sur le marché. Donc on parle toujours des marchés futurs. Et le matin, en fait, les bons des trésors américains, ils vont suivre en général les mouvements qui fait le Bund. D'accord? Et ensuite, à 14h20, eux, ils vont prendre leur relais pour faire ce qu'ils vont faire. D'accord? Donc, parfois, les mouvements de la nuit ne sont pas très pertinents. C'est-à-dire que, déjà, on ne va pas trader les bons des trésors américains avant 14h parce qu'il y a très peu de liquidité et presque tout est algorithmique. Et du coup, c'est pénible à trader. Par contre, on va s'intéresser au bon des trésors à partir des 14h20 et pour pouvoir les trader. Donc par rapport à l'analyse, je peux dire qu'on peut toujours faire par exemple la session Globex et c'est vraiment à chacun de se dire bah aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui, c'est toujours faire de la même manière. D'accord? Vous pouvez par exemple avoir un graphique. Moi ce que j'ai c'est à chaque fois j'ai un graphique Globex, c'est comme ça je peux tracer par exemple les niveaux de la nuit parce qu'on pendant la nuit, on va créer ce qu'on appelle un range. Donc, on va créer des plus hauts et des plus bas de la nuit qui peuvent être des niveaux pertinents pour le reste de la journée. Donc, moi, ce que je fais, c'est par exemple, si je travaille, je ne sais pas, le ZB. Donc, là, je regarde. Vous voyez l'écran, hein? Oui. Oui, d'accord. Donc, là, je suis sur le... À gauche, je suis sur le ZB session Globex. Et ici à droite, du coup, je vais mettre le ZB session RTH, donc la session PIT. Alors, CBOT. Voilà. Donc, je regarde quand même s'il y a bien tout le data au cas où. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir deux profils qui sont totalement différents. Donc, ici à gauche, vous avez un profil totalement différent à celui-là. D'accord? D'ailleurs, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, je n'étais pas sur le bon des trésors, mais normalement, c'est bon. On a ouvert un gap baissier. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un gap des cotations pour la session RTH. Ici, on ne la voit pas parce qu'en fait, le mouvement a eu lieu la nuit. D'accord? Donc, ça nous a laissé une zone de single print. Cette zone de single print serait ici à ce moment-là. D'accord? Donc, si par exemple, j'arrive dans le marché et je vois, par exemple, le matin, je suis un trader qui trade aux États-Unis. Moi, je ne vais pas forcément m'intéresser à ce que, à la forme du profil
de la nuit parce que je vais regarder ce qui se passe le matin à l'ouverture. Donc là, ce que pour moi, c'est on arrive, on ouvre un gap baissier. D'accord? Par contre, je peux déterminer les zones qui ont été laissées. D'accord? Où est-ce que le marché a cassé et comment ça a cassé. D'accord? Donc à ces moments-là, si je veux, je peux aller tracer les zones de la nuit. Mais le problème, c'est que parfois les zones de la nuit ne sont pas respectées. D'accord? Donc il y a certains marchés qui, c'est super intéressant de tracer les zones de la nuit, par exemple, notamment le IS. D'accord? Parce que l'IS, c'est le futur du SP500. Parce que c'est un marché qui, en fait, qui est vraiment tradé partout dans le monde. Par contre, sur le bon des trésors, personnellement, je préfère avoir les horaires réels. D'accord? Donc les horaires avec les, euh, les zones de la session PIT. D'accord? Donc si par exemple j'ai des anomalies, je vais plutôt tracer les anomalies de la session PIT et pas celles de la session Globex. Donc il y a vraiment deux écoles là-dessus. Le plus important, c'est toujours de trader de la même manière. C'est-à-dire si vous tradez avec le graphique RTH, faites-le toujours de la même manière et ne les faites pas par exemple un jour comme ça, parce que ça va vous perturber. Du coup, vous n'allez plus trouver des repères. Et le plus important, c'est d'avoir des repères dans les marchés. Et par exemple, si j'ai mis ici, j'avais par exemple ici, comme c'était un support, on va dire une zone où le marché avait consolidé, et on voit que ça casse la nuit. Par contre, ce qui m'intéresse à l'ouverture de la session PIT, c'est de savoir si le marché il va combler ces gaps. D'accord? Parce que là, on parle vraiment d'un gap. Et pour le coup, ce que je vois ici, c'est que on a une impulsion baissière dès l'ouverture. Donc, ce qu'on appelle un open drive, un open test drive. Et du coup, le marché n'arrive pas à combler ces gaps à l'ouverture. Parce que normalement, les gaps doivent être comblés à l'ouverture. Si ça n'est pas comblé à l'ouverture, c'est très peu probable qu'on comble les gaps. Donc là, ce qu'on voit à ce moment, c'est un gap qui a été laissé. Par contre, ici, on les voit sous forme de single print. D'accord? Par exemple, demain, on verra si pendant la nuit, ces creux de liquidité, il a été rempli ou pas. Ça peut arriver aussi. On l'a vu hier ou avant-hier sur le SP500. On avait un trou de liquidité, pas un trou de liquidité, une zone de liquidité faible, donc une low value area, qui pendant la session Globex a été comblée. Par contre, pendant la session cash, en fait, on s'est éloigné de cette zone comme si on ne l'avait pas travaillé. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le marché cash, il va passer avant le marché Globex. C'est toujours comme ça. Le marché cash, c'est là en fait où il y a les plus gros intervenants, et c'est là où on fait les volumes, et c'est là où on fait les transactions, on va dire réelles. Les autres, en fait, c'est pratiquement que des algorithmes qui vont faire le marché. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de comprendre aussi par exemple les types de mouvements qu'on va avoir la nuit, parce que si on a un mouvement qui a des volumes pendant la nuit, ça veut dire quelque chose. D'accord? Et à ce moment-là, c'est important de regarder. Moi, je ne regarde pas forcément le market profile, mais j'ai toujours un graphique avec les volumes, donc un graphique classique avec des volumes et ce qui s'est passé la nuit. Ou par exemple, si je vois que le boon il est très baissier, je sais que par exemple les bons des trésors qui va être corrélé avec le boon, en général, il va ouvrir un gap baissier. Donc quand le boon par exemple arrive sur une zone de réjection suite à cette baisse, sûrement il va arriver par exemple le bon des trésors américains sur une zone où les gaps en fait a eu lieu. Par exemple cette zone de single print, je pourrais regarder sur le boon pour s'il y a quelque chose. Donc c'est vraiment en fait quelque chose que on peut travailler les deux, hein. Il n'y a pas vraiment des règles. Moi je me concentre principalement sur les horaires réels. Par exemple sur le boon, je ne regarde jamais les horaires de la nuit.
Pendant la nuit, souvent on a aussi des gaps ou des, ou des mouvements importants. Moi, j'ai regardé suite à ces mouvements ce qui va se passer. Si le marché n'a rien fait la nuit, on sait déjà qu'on va plutôt être dans un marché qui va être équilibré. Et ça, on le sait tous. Attention. Donc là, j'ai le boon. Que le boon il a ouvert ici ce matin et nous a fait un mouvement baissier pendant la matinée. Mais en fait, ce n'était pas vraiment très corrélé avec les bons des trésors. C'est-à-dire que les bons des trésors américains sont beaucoup plus baissiers à ce moment des tonnerres, c'est normal. Parce que c'est aux États-Unis où la hausse des taux est les plus importante. Donc, ça doit être pour ça. On voit que le Boon il est en train de travailler les plus hauts de sa journée et le ZB il est en train de travailler les plus bas. Je traite par exemple le ZN, c'est celui qui corrélé par rapport à la maturité. On voit aussi que il est en train de travailler sur les plus bas. Donc le Boon il est en train de travailler les plus hauts. Donc aujourd'hui, ces deux marchés ne sont pas forcément corrélés. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Eric. Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, tu privilégies plutôt des profils RTH Moi, en traitant. Ouais, je vais privilégier les profils RTH en général sur tous les marchés ou sur le cash. Mais j'ai toujours un œil sur les autres profils pour la simple raison que je vais voir en fait des zones que peut-être je ne vais pas voir sur le profil RTH. Par exemple, ici j'ai un gap. D'accord? Donc là j'ai un gap. Mais est-ce que ces gaps il s'est fait avec des volumes comme ça ou c'est un gap qui a laissé une zone de single print comme on a vu tout à l'heure? Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre parce que parfois on a des cassures qui se font comme ça avec des volumes. D'accord? Le marché il ouvre là et en fait on a déjà fait des volumes ici. Donc l'interprétation ça va pas être la même que si j'ai par exemple des single print ici et peut-être une zone de volume là. Parce que si le marché pendant la session RTH vient par exemple tester cette zone, peut-être qu'il va s'arrêter là et il ne va pas aller voir cette zone ici. D'accord? Et peut-être ici demain ou après-demain, on aura un déroulement de position. C'est-à-dire que ces trous de liquidité, il faut les remplir. D'accord? Tôt ou tard, il faut les remplir. Donc, quand ça va être rempli, peut-être cette nuit. D'accord? Peut-être les algorithmes ils vont faire ce qu'on appelle les market makers. Ils vont faire monter les prix pour créer la liquidité ici. Ou tout simplement pendant la session cash, voilà, il y a des gens qui vont continuer à se placer là. On va avoir ce qu'on appelle un unwind, un déroulement de position à la hausse pour sortir tous les vendeurs qui sont placés ici. D'accord? Et en même temps faire de la liquidité. Donc, en général, ce qui est probable, c'est que quelques jours après, on va avoir un profil ici. Ça, c'est ce qui arrive la plupart du temps. D'accord? Et autre chose, c'est que si vous utilisez le profil Globex, regardez le profil de volume. Ne regardez pas ça. Le market profile ne sert plus à rien sur le profil Globex parce que vous voyez ici, il y a énormément de distribution de TPO, mais ce n'est pas ce n'est pas ce qui est le plus pertinent. Ce qui nous intéresse, ce sont les volumes. Je suis peut-être hors sujet. Je possède un compte sur ProdFirm. Ouais. Je vais continuer à répondre des questions. Si c'est bon pour toi, Eric. Oui, alors je termine. Oui, vas-y. Donc, par rapport à ça, sur Jigsaw, les dômes, tu les resets à l'ouverture RTH également. Les volumes, je parle. Les volumes. Des volumes. Bah, tu dôme. n'es pas obligé de les reset. Tu peux les reset. Ou tout simplement, tu modifies les horaires. C'est-à-dire que tu vas créer les horaires sur Jitso pour que ce soit des horaires à partir des 14h20. Donc, tu vas mettre 6 bots. Et oui, non, je veux dire, mais oui, pardon, je m'exprime. Ça va, oui, effectivement, si je mets l'option dans Jigsaw, ça reset automatiquement les volumes. Mais est-ce que c'est pertinent de resetter aussi sur le dôme des volumes? Moi, je ne trouve pas pertinent
parce que voilà, ça, les volumes, ça te permet de voir déjà dans les dômes les plus hauts et les plus bas de la nuit. Donc Oui, ok. c'est un repère quand même que toi. Après, la quantité de volume, tu vas voir que quand tu vas ouvrir quand le marché va ouvrir en fait aux horaires cash et ça, ce qui s'est passé la nuit, c'est vraiment pas pertinent. C'est-à-dire il y a rien il y a rien qui est influent. Je sais pas si tu m'expliques. Oui, oui. Les volumes vraiment de la nuit dans les marchés américains, ce sont des volumes qui ne sont pas forcément très pertinents. C'est des mouvements, parce que le marché il doit bouger quand même, mais ce sont des mouvements algorithmiques. Si je regarde ici, par exemple, là on voit les volumes de la nuit. Ça, c'est les horaires de la nuit sur le IS. Vous voyez qu'en fait, il n'y a rien. Ok, le marché il bouge tout ça, mais absolument rien. Tout ça, c'est algorithmique. Il faut vraiment commencer à s'intéresser quand on commence à avoir des volumes. Là, il y a un pic des volumes parce que c'est le marché européen. Mais c'est à ces moments-là qu'on va s'intéresser. Sur le bon des trésors, c'est exactement la même chose. Parce que déjà, les bons des trésors, ce sont des marchés qui sont très peu volatiles. Et, et en fait, si on commence à compter les volumes, parce qu'on peut compter par exemple le volume de la nuit, on commence à les compter finalement, en fait, en tout cas, je ne trouve pas pertinent, même par exemple la création de la VWAP, le VPOC, etc. Je préfère la création de la VWAP et du VPOC de la session RTH et pas des horaires cash. D'accord. Parce qu'en fait, souvent, on va voir sur le carnet d'or, par exemple un Jitsu, on dira, ah, tiens, on est arrivé à la VWAP. Mais en fait, la VWAP, c'est un indicateur qui est pondéré sur les prix et les volumes. Donc, ok, le prix il peut être là et les volumes sont là parce qu'en fait, on a fait cette quantité de volume. Mais une fois on commence à faire des volumes, vous allez voir que ce n'est plus la même chose. Et ça arrive aussi, par exemple, avec les IS. En général, on va avoir une VWAP qui va être créée pendant la nuit et quand on va ouvrir la session cache, donc là, par exemple, je suis sur la session cache ici sur le footprint, la VWAP, en fait, l'autre VWAP va s'approcher de la VWAP euh, dès la nuit. Là, par exemple, j'ai 7 VWAP sur le IS, 922, mais à la création de la VWAP cache, on voit que pour le moment, il n'y a rien. D'accord? C'est au moment où les deux VWAP commencent un peu à converger, c'est-à-dire commencent à venir au même prix, que ça devient intéressant de la considérer comme un niveau. D'accord? Parce que si vous avez une VWAP ici la nuit et vous avez une autre ici pendant le cache, euh, vous n'avez pas laquelle c'est la bonne, si vous voulez. Donc, il faut attendre qu'avec les volumes qui commencent à être faits pendant la session cache, la VWAP, en fait, elle va tout simplement s'arbitrer et va devenir la vraie VWAP pour la journée. C'est pour ça qu'en fait, les marchés américains, c'est intéressant à travailler parce qu'il y a la liquidité et il y a du mouvement, etc. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on n'a pas énormément d'informations l'après-midi. Les mouvements, en fait, prennent du temps à se développer. C'est comme le marché européen, on ouvre à 8 heures du matin, on travaille à 8 heures du matin, et, et ça va jusqu'à 17 h, 17 h 30. Donc le marché américain, c'est la même chose. Actuellement là-bas, c'est encore le midi. Donc tout n'est pas encore fait. Je sais pas si je m'explique. Oui, 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 d'accord. Oui, oui. Ouais, j'avais une petite question du coup par rapport à la VWAP, le fait que tu es là. Ouais, attends, Et tu... je vais répondre à ta question après. Je vais juste répondre à la question Ah, ouais. de Laurent qui a posé avant. J'ai posé un code sur ProdFirm à la fois sur TopStep et TickTrader. Je recherche le moyen de déclarer ma TVA. Étant entrepreneur sur TopStep qui se trouve aux États-Unis pour TickTrader, il n'y a pas de souci car ça se trouve en Europe. J'ai un profit de remercier pour tes vidéos. Alors, question TVA par rapport à tes bénéfices, Laurent? Alors, ce que je sais, hein, c'est que la TVA, normalement, tu ne peux pas la déclarer dans un pays qui n'est européen. C'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer. Tu veux déclarer ta TVA pour la récupérer?
A priori, c'est obligatoire. Alors là, il faudra que tu vois avec un comptable. Moi, j'ai un comptable et c'est à lui en fait de voir. Moi, je sais que par exemple, je ne peux pas récupérer la TVA que je paye aux États-Unis. Et donc, en fait, parfois, soit tu demandes, mais là-dessus, en fait, je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu vas déjà tes bénéfices, comment tu les passes comment tu les déclares, tes bénéfices d'entrepreneur. C'est quoi ta déclaration? C'est pas pour la récupérer, mais il faut la déclarer à la douane. Alors là, vraiment, je n'ai aucune idée. Si j'ai pas envie de dire des bêtises, c'est, ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, je pense que le mieux, c'est que tu vois un comptable. Je pense il va mieux t'aider. Après, par rapport aux bénéfices en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas vraiment déclarer tes bénéfices des trading. Donc, voilà. Il faut que tu déclares un, un prestation de service, mais tu peux pas déclarer des bénéfices non commerciaux en tant qu'auto-entrepreneur. Prestation de service, d'accord. Ok. Will, de rien. Oui. Oui. Oui, du coup, je parlais de la partie VWAP. En fait, Hmm. en gros, la VWAP, elle a une valeur concrète quand la partie VWAP, on va dire, euh, du marché enfin, du marché de nu, qui est le marché asiatique, et le marché RTH, en fait, fusionnent, c'est bien ça. Je n'ai pas compris ta question. La VWAP, elle a un intérêt concret que quand les deux VWAP fusionnent entre celle du marché asiatique et celle du marché régulé. La, Enfin, vi- RTH, quoi. la VWAP, c'est tout simplement euh, un niveau, euh, un niveau mobile, en fait, c'est quand il est moyen mobile si tu veux. Donc, déjà, la VWAP, on doit pas s'en servir pour trader. D'accord? C'est vraiment, je ne le conseille pas du tout en tout cas. Moi, j'utilise la VWAP pour savoir où se trouvent les cours, c'est-à-dire que si les cours sont plutôt baissiers ou haussiers par rapport à la VWAP. D'accord? Donc, ça me donne une indication. Je l'utilise aussi comme point sortie. D'accord? Donc, en général, quand on a par exemple une VWAP, on va trouver énormément des positions qui vont se créer autour de cette VWAP parce qu'en fait, c'est entre guillemets le prix juste de la journée. D'accord? C'est-à-dire que on va pas parler d'un prix juste, mais on va parler d'une zone juste de prix. Quand on est dans un marché équilibré, c'est autour de la VWAP qu'on va avoir les plus de transactions. D'accord? Donc tous les acheteurs qui veulent acheter à un prix juste, ils vont essayer de le faire là, et tous les vendeurs qui souhaitent vendre entre guillemets à un prix juste, ils vont le faire là. C'est pour ça que quand on est dans un marché qui est plutôt directionnel, on va presque jamais venir toucher cette VWAP. Pour la simple raison qu'elle est très loin. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un marché d'initiative. Bah, pour ceux qui, William, tu as fait la formation Volume Profile, tu sais que quand on est dans un marché d'initiative, en général, l'initiative, elle est présente toute la journée. Donc, Oui. euh, en fait, entre guillemets, les prix s'éloignent de la valeur. D'accord? Donc, et pour le moment, tant qu'ils s'éloignent et ils soient acceptés hors de la valeur, bah, à ce moment-là, en fait, la VWAP n'est plus pertinente. On pourrait éventuellement venir à ce moment-là voir ce qui se passe sur la VWAP si on a si les marchés viennent à toucher. Mais vous allez voir que sur les journées à tendance, on vient presque toucher la VWAP. On va toucher peut-être une extension des VWAP. Donc, les extensions des VWAP, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça ressemble. Moi j'ai un petit graphique à côté juste pour les extensions VWAP parce que ça me permet de voir si on est plutôt dans un marché qui s'approche de la VWAP
ou qui s'éloigne de la VWAP. Aujourd'hui, on est vraiment dans un marché équilibré dans le déséquilibre. On est dans là, je suis sur le IS. On est dans un marché qui a ouvert un gap baissier, cash, mais on reste plutôt en équilibre selon la configuration du profil. Si je vous montre le profil ici, je suis dans un profil qui est équilibré. D'accord? On n'est pas dans un marché déséquilibré, mais dans un profil équilibré. On est dans un marché déséquilibré parce qu'on est en train de travailler un gap. Et du coup, le mouvement, il a déjà eu lieu. Et en fait, on voit vraiment qu'on a une bonne distribution des volumes. Donc, dans ce type de marché, ce qu'on va essayer de chercher, c'est acheter les bas et vendre les hauts. D'accord? Après, il faut trouver les bas, il faut trouver les hauts. Donc, et on voit qu'il a VWAP en même temps. Elle est plutôt plate. Donc là, je peux considérer qu'on n'est pas dans un marché directionnel pour la journée. On a vraiment une VWAP qui est plate. D'accord? Le problème, c'est que dans cette VWAP, vous pouvez par exemple dire à chaque fois que j'arrive sur la VWAP, je vends. D'accord? Je vends, je vends, je vends. Et ça peut être par exemple une façon de trader. Le problème, c'est que tôt ou tard, toutes les positions qui sont là vont être relâchées. Et du coup, on partira à la hausse. Après, je ne sais pas si ça arrivera aujourd'hui ou pas. Mais en tout cas, ici, je peux vous dire qu'il y a énormément de positions. Si je vous montre le footprint de la journée. Parce que j'étais en train de trader tout à l'heure. Il y avait énormément d'absorption sur ces niveaux. Donc là, vous avez 2307 contrats. Là, il y a 1664 sur le même niveau. D'accord? Sur le même niveau. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui dit, à ces niveaux-là, je souhaite absorber tous les contrats que je peux. D'accord? Parce qu'il a besoin de se débarrasser de ces contrats. Le problème, c'est que quand ces vendeurs ne sera plus là parce qu'il n'a plus de contrats à vendre, entre guillemets, ce type de personnes ne vont pas spéculer sur une baisse. Les personnes qui placent énormément d'ordres comme ça, c'est les gens qui ont besoin de se débarrasser de leurs ordres. D'accord? C'est les gens qui, par exemple, sont hedgés et du coup, ils ont besoin de vendre ces contrats. Et du coup, ils vont se placer sur un niveau qui leur paraît, qui leur paraît pertinent pour essayer de vendre leurs contrats. Le problème, c'est quand ces vendeurs, je ne sais pas s'il y en a un ou sont plusieurs, ne sera plus là, en fait le marché il va péter à la hausse parce que ici c'est blanc de stop. D'accord? Et c'est ce qu'ils cherchent les algorithmes. Donc les algorithmes vont vraiment chercher toute la liquidité qui est là. Donc la VWAP ça sert pour ces données. Voilà Pour moi ça sert par exemple pour sortir des positions. Si j'étais par exemple acheteur là, je vais sortir ma position aux alentours de la VWAP. D'accord? Parfois, je vais attendre un ETC parce qu'on a beaucoup d'ETC autour de la VWAP. Vous voyez ici, il y a des imbalances qui ne sont pas suivies parce que si on avait des imbalances qui étaient suivies, on aurait une hausse. Par contre, les volumes ici sont très très bas. Ce que je peux voir aujourd'hui par rapport au delta, c'est qu'on a énormément d'accumulation de contrats acheteurs. Donc, il y a des gens qui sont en train d'acheter ces niveaux-là. Ces niveaux sont assez bas. Des gens à long terme, ils sont en train d'acheter. D'accord? Par contre, il y a aussi, en même temps, des vendeurs. Des vendeurs pas agressifs, mais des vendeurs passifs qui essayent de se débarrasser de ces contrats. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ta question, c'était plutôt par rapport les horaires RTH, pardon. Les horaires, Ouais, les horaires cash. Oui, en fait, le truc, c'est que si je te montre un graphique ici cash, la VWAP, en fait, il va commencer à être construite au moment de l'ouverture du cash et pas avant. D'accord? c'est ça. Je vais essayer de montrer ici en même temps. Ouais, ça c'est le cash.
que là on voit le pic de la VWAP. Et c'est pour ça que la VWAP, on la regarde uniquement en intraday. On ne regarde pas les VWAP hebdomadaires, tout ça, parce qu'il y a énormément de confusion là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, si j'arrive à la VWAP hebdo, je ne sais pas quoi, je vais vendre. En fait, ça ne sert absolument à rien parce que c'est basé vraiment sur la journée. Là, par exemple, j'ai le creux parce que c'était le mouvement de la nuit. La VWAP, elle est là. Donc, pour le moment, en fait, on n'a pas vraiment des mouvements. Et la VWAP, en fait, a tendance à tirer les prix dans les journées qui sont plutôt en balance. D'accord? Elle n'attire pas les prix dans les journées qui sont en tendance. Des journées directionnelles. Donc là, on a une autre création de VWAP. Si je regarde les deux marchés, qu'à droite, j'ai le marché cash et à gauche, j'ai le marché Globex, je vois que la VWAP ici, il est à 3922, pardon. Et sur le marché cash, il est à 3919. Donc elle est déjà régulée. C'est-à-dire qu'elle est déjà en fait pondérée par rapport aux volumes qui ont été faits pendant la nuit et les volumes qui ont été faits pendant la session cash. On a quoi? 3 points de différence, mais voilà, c'est pas significatif. Et encore une fois, la VWAP, ce n'est pas un mur, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous sert un peu à nous donner un peu la tendance de la journée par rapport à comment elle est dressée, si c'est à la hausse ou à la baisse, ou pour sortir des positions. Je pense que c'est toujours un piège de dire qu'on doit vendre la VWAP, acheter la VWAP, etc., des choses comme ça, parce que il faut d'abord comprendre le contexte. C'est quand j'arrête pas de le répéter, tu le sais, William, il faut d'abord comprendre le contexte. On ne peut pas dire j'achète, je vends. Ce n'est pas une stratégie. Il faut toujours comprendre le contexte avant de se placer acheteur ou vendeur. Par exemple, aujourd'hui, on était dans un marché avec un gap baissier, mais vu la configuration du profil, moi j'étais plutôt acheteur tout l'après-midi. Donc j'ai cherché vraiment des achats parce que j'avais peur de me prendre un reversal, d'accord? Et vu la configuration du profil, on n'était pas dans une journée qui baissait comme ça, quoi. On n'était pas dans une journée baissière comme avant-hier. C'était avant-hier, il me semble. Qui était vraiment Ouais, très ouais, très baissière. Voilà. c'était avant-hier. Ouais. Donc là, tout simplement, avec la configuration du profil, je pouvais déjà déterminer comment comment j'envisageais en tout cas de prendre mes positions. D'accord? J'ai pris quelques shorts suite aux absorptions que j'ai vues là, parce que je les ai prises. Hein. Ça, c'est une stratégie du footprint. Et si ces types d'absorptions sont assez fortes, en fait, ce n'est pas n'importe quoi, en fait. Là, par exemple, je ne les prendrai plus, parce que même si les marchés peuvent se replier, je pense que les gens, en fait, ils sont plus là. En plus, il est 19h18. Bon, à cette heure-là, je ne traite même plus. Donc, voilà. Ok, ouais, je comprends. Du coup, par rapport à l'ES, donc l'ES 500, Mhm. euh, du coup, moi, c'est vrai que comme je trade sur TickTick Trader aussi, Sur quoi? euh, TickTick, Oui. TickTick Trader, du coup, c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à mettre les horaires Globex, parce que c'est vrai que on en a déjà parlé de l'initial balance, et effectivement que c'était quelque chose de très important de regarder pour la partie Boon, Rostox ou DAX, c'est Mhm. notamment la première heure de négociation entre 8h et 9h. Mhm. Mais c'est vrai que pour les indices américains, enfin, je le regarde même pas, quoi, au niveau de l'initial balance. Si je dois faire un initial balance de marché américain, je le ferais plutôt entre minuit et 15h30. Comme tu l'avais dit, en fait, c'est un marché qui est relativement tradé partout dans le monde. Mhm. Mais, euh, mais surtout que ouais, je ne mets pas par rapport au market profile, volume profile, je le mets pas à partir de 15h30, je le mets vraiment de minuit à 15h30. Enfin, de minuit à 23h. Je sais pas après si c'est la bonne manière d'afficher le volume profile. Moi, j'affiche Euh, les deux. Regarde. Là, j'ai le marché Globex et là, j'ai le marché cash.
D'accord? Parce que moi, je vais essayer de m'imprégner de ce qui se passe la nuit. D'accord? Comment a été l'Europe et, et comment le marché pourrait ouvrir pendant la session cash. D'accord? Donc là, j'ai le profil cash. Ce sont des profils cash ici. Et là, j'ai le profil Globex. D'accord? Donc, je vais tracer des zones des deux profils, notamment sur le IS, parce que sur les autres marchés, je ne vais pas faire ça. Sur le IS, je le fais parce que, comme on l'a dit, en fait, c'est un marché qui est tradé, euh, toute la journée partout dans le monde. C'est un des marchés les plus liquides au monde, les plus tradés au monde. Là, ce que je vous disais, c'est que là, on est sur les horaires Globex, d'accord? On avait cette zone de single print avec une low value area qui avait été créée suite euh, à la journée très baissière, très volatile du 30 août, d'accord? Pendant la nuit, on a rempli de volume ici, donc ça c'est sûr, c'est les market makers qui essayent de combler la liquidité, d'accord? On n'a pas comblé totalement la liquidité et le marché il est réparti, d'accord? Hier, j'avais envoyé une photo sur Discord, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je disais, Oui, pas pour aujourd'hui, rien. on a un pattern d'englobante dans Oui. la formation market, tu le vois, dans la partie stratégie. Il y a le pattern d'englobante, d'accord? Un pattern d'englobante, en fait, en général, on va essayer de traiter une continuation dans les sens de l'englobante, d'accord? Donc là, on avait un globe baissière, on a une clôture sur le plus bas avec un VPOC là. En plus, on avait plutôt une journée en low value area, d'accord? Pas un double distribution, mais très en low value area. Donc la question c'est de savoir si le marché américain cash va respecter ce pattern. D'accord? C'est pour ça que j'ai envoyé un message, je lui ai dit attention à cette zone parce que on pourrait avoir une radiation. On ne pourrait pas forcément avoir une radiation parce que le marché l'avait déjà touché la nuit. Non, mais c'est tout simplement parce que à ce moment-là, c'était une zone qui était aussi importante pendant la session de la veille en cash. Donc là, je la vois ici. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait le marché? Il a fait un ETC ici. Ça, c'est vraiment typique du IS. Le IS, en fait, c'est un marché vraiment intéressant parce que il fait toujours des. En fait, ils font toujours en fait, chercher la liquidité là où il a. Et quand ils ont toute la liquidité, ils vont faire les mouvements qu'il y a à faire. D'accord? Donc hier, on avait un mouvement baissier sans direction, c'est-à-dire qui n'était pas forcément très directionnel, mais on avait un mouvement baissier et on avait surtout cette zone qui était très intéressante. Moi j'avais dit observez cette zone. Le pattern nous dit quoi? Il nous dit que le target potentiel se trouve sur le plus bas de la veille. D'accord? Ça c'est le TP1. Le TP2 c'est une extension. D'accord? Une extension, ça va forcément avoir une journée hyper baissière. Quand tu parles d'extension, c'est les 110%, c'est ça? Non, une extension, c'est tout simplement qu'on dépasse on dépasse les plus bas. C'est-à-dire Ok. qu'on ne s'arrête pas là, on s'arrête un petit peu plus bas. D'accord? Et après, on pourrait réintégrer parfaitement et aller chercher les plus hauts. Je vais vous montrer. Euh, je dois avoir les templates. Alors. Donc là, c'est le template. Ce qui nous dit le template, c'est identifier les types d'englobantes. Donc ça peut être une englobante des profils ou des valeurs ARIA. L'idée de se placer dans les sens du mouvement final. D'accord? Du coup, du côté de la clôture. Et pour, dans un premier temps, retester les plus bas, plus haut le lendemain, ça dépend du sens, et chercher une extension si possible. La clôture du jour précédent se trouve à l'extrême, dessus du profil, qui s'est fait englober. C'est un sentiment précoce, il y aura une forte probabilité qu'on reteste
là c'est qu'on reteste, c'est pas qu'on reste, qu'on reteste cet extrême du côté où le marché a fermé. L'ouverture doit se faire dans la moitié du profil où se trouve la clôture. Exécution relative ou passive dans un point clé, par exemple low value area single prime VPOC, ou sur un pullback après une cassure du profil englobant. Une bougie ATC peut aider à intervenir. Dans un premier temps, chercher le retest des plus hauts et les plus bas de la veille. D'accord. Donc là, c'est arrivé tardivement. Je n'étais plus là parce que il était super tard. Et moi, j'aime pas trader la nuit. Donc moi, j'avais pris des bénéfices sur cette zone ici. Je pense que je l'ai marqué quand je suis parti. Chercher une extension. Donc observer comment le marché répond à la cassure des plus hauts, des plus bas. Est-ce qu'il y a l'initiative? Donc on sait qu'il y a l'initiative quand on a William. Ah, excuse-moi. Ah, tu sais que l'initiative quand tu as du volume et Des de la low volatilité. value area. Hein. Donc là, on a au contraire, on a beaucoup de volume. Donc on avait plus en fait, il n'y a pas d'initiative, il y a énormément d'absorption. D'accord. Donc on savait déjà Mm. que la cassure n'allait pas avoir des continuations. Voilà. Donc c'est comme ça, hein, c'est un pattern, hein, c'est statistique. Hein, et après, bah, une fois tu as ça, bah, tu essayes de respecter au maximum. Tu essayes de bannir tes émotions qui vont te dire ouais, ça a monté, ça a baissé, ça a monté, ça a baissé. Et bah, si tu es patient et tu respectes, en général, tu as ce que tu veux. Après, ça c'est voilà, ça c'est un trade, un pattern en intraday. Après, il y a des autres types de patterns qui se trade. Regarde ce qui est en train de passer là. La VWAP elle a pété, on est en train de péter les stops ici. Tout ça, c'est les stops. On était en Ouais. train de reparler tout à l'heure de la VWAP. Là, cette zone, c'est sûr, ça va plus tenir. On est dans une journée en balance. On va sûrement aller voir les hauts et on va finir sous le milieu. Hein. La reconnaissance des patterns du volume profile, c'est vraiment quelque chose, je trouve, super important à comprendre. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Hum, Non, j'en ai pas particulièrement. Oui, moi j'en aurais une, Oui, Eric. Juan. Euh, j'ai noté que. Ah, juste j'ai une noté- petite pause, s'il te plaît. Vas-y. Regardez. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais à quelqu'un qui essaye de vendre les contrats, il est toujours là. Vous l'avez vu? En fait, là, il se place plus haut. 3613 contrats. Donc, juste sur cette zone, en fait, on a déjà énormément de contrats. D'accord? Maintenant, il faut savoir si tous. Bah là, on dirait que ça, c'est absorption sur les footprints. D'accord? Ce sont pas des absorptions très fortes, mais ce sont des absorptions. Si on arrive à dépasser cette zone à la baisse, le marché va encore faire un mouvement baissier. D'accord? Mais là, pour le moment, il y a énormément d'absorption sur cette zone. Qui on avait juste avant ici. Je ne sais pas si c'est le même intervenant, ça c'est impossible à savoir. 2300, 1640. Bien sûr, ce n'est pas un seul, mais il y a quelqu'un qui souhaite vendre beaucoup de contrats. Par contre, là, si je sais pas, s'il a placé un stop par là et si ça pète le stop, ça répare comme une flèche à la hausse. To the moon. Hmm. Ah, je dis to the moon. C'est To pour the rigoler, moon. mais oui. Voilà, Ouais, si son stop, désolé. ça va partir très très haut. Hmm. Désolé, Eric. Oh, non, je t'en prie. Vas-y, je t'écoute. Ouais, non, je voulais avoir ton avis concernant un outil qui est plutôt utilisé par les chartistes. Mais j'ai noté que, je ne sais pas si les algos s'en servent pour, concernant le quid des points pivots. Parce que j'ai noté que les bons, ils réagissent sur le point pivot, enfin, plus de la moitié du temps. Hmm. Alors, est-ce que les algos s'en servent? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Les points pivots, oui, ce sont des zones qui sont observées euh, par des traders, par des algorithmes. Et après, le problème, c'est que on ne peut pas trader tous les points pivots de la même manière. D'accord? Parce que parfois, c'est le point pivot mensuel qui va marcher, parfois, c'est le point pivot hebdo qui va marcher. Et du coup, on ne sait pas vraiment où va s'arrêter le marché.
D'accord? Donc, ça, c'est le danger de ces types des zones, parce que ce ne sont pas des zones qui sont faites pour se placer. Je sais, voilà, je connais aussi des traders qui font ça. Par exemple, là, je te montre. Parce que moi, j'ai marqué les points de pivot, mais vraiment comme point de référence. C'est-à-dire que je ne vais pas faire d'interprétation sur ce type des zones. Je vais les regarder. Voilà, je veux dire, est-ce que tu surveilles quand ça arrive dessus, voir la Mais réaction? regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, si on est sur le marché, sur le yes toujours, bah, en fait, on arrive sur des zones qui sont même pas respectées. Tu vois, on a le S1 jour, les S2 hebdo, les S2 jours. Bah, en fait, oui, en fait, on pourrait dire que ça traite, mais en fait, le problème, c'est que si on traite comme ça, on ne fait pas du trading, en fait. Ouais, mais là, tu es sur la fuite en 15 minutes, tu une heure minute, je sais pas ce que ça peut dire. C'est la même chose, hein. Les points La même pivots sont chose? calculés à la journée, à la semaine et au mois. Ils sont pas calculés. Après, tu peux calculer en effet des points pivots minutes, mais je ne te conseille pas du tout de faire ça parce que c'est, vraiment, je les trouve pas vraiment pertinent. D'accord. Moi, pour ceux, bah, William qui est là, voilà. Moi, je pense le plus important dans le trading, c'est comprendre l'agressivité, la passivité des intervenants. D'accord? Dire que le marché va s'arrêter sur un point pivot, qui va s'arrêter sur un la VWAP, des choses comme ça ce n'est pas du trading. Le trading, ça ne consiste pas à ça. Le trading vu ses futurs, en fait, consiste à savoir où il y a quelqu'un qui est agressif, où il y a la passivité qui va empêcher un mouvement. D'accord? Donc, en gros, c'est les absorptions et l'agressivité qui vont faire que le marché bouge plus ou moins. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on arrive sur un point pivot que le marché va s'arrêter. En effet, il y a des algorithmes qui sont programmés pour trader les points pivots. D'accord? Donc, il y en a un qui va trader les points pivots mensuels, il y a un autre qui va trader les points pivots hebdomadaires, il y a un autre qui va trader les points pivots 15 minutes, etc. Mais en fait, ce sont des algorithmes. Attends. Tous les algorithmes sont différents. Et tous les algorithmes sont été programmés pour respecter de la même manière les trades. C'est-à-dire que celui qui a été programmé pour acheter les points pivots mensuels, il va toujours acheter les points pivots mensuels. D'accord? Et il va placer un stop, je sais pas, 2 ticks avant, il va prendre 2 ticks des gains, par exemple. D'accord? Donc en effet, on voit souvent sur ces zones une réaction. Moi, ce qui m'intéresse sur les points pivots, et quand William le sait, c'est que ça peut devenir des zones de convergence. D'accord? Donc ici, sur ces marchés, j'ai un point pivot, c'est la R1 jour, qui correspond à à la value area high de la veille. D'accord? Donc, si le marché était venu tester ici, j'aurais surveillé. D'accord? En plus, elle n'est pas très loin des plus hauts de la veille. Donc, pourquoi pas, j'aurais surveillé cette zone. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surveiller la zone pour voir comment le marché va réagir. Moi, ça ne va pas m'intéresser de dire attends, je vais, je vais vendre ici tout de suite parce que j'arrive sur une résistance. Parce qu'en même temps, il y a aussi des autres algorithmes qui savent qu'ici, il y a la liquidité. Donc, ils vont essayer peut-être de chercher la liquidité avant de se retourner. Donc, ce sont les zones de convergence qui vont m'intéresser et les zones en fait où je vois l'agressivité ou la passivité grâce au volume. D'accord? Donc l'agressivité, on la voit avec les imbalances, avec des zones des single print, des low value area. La passivité, on va la voir plutôt avec des absorptions. Donc des zones des absorptions. Donc moi je trouve que voilà que ce sont des choses qu'on doit peut-être avoir des notions, mais c'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir trader. C'est pareil, les moyennes mobiles, les Bollinger, des choses comme ça. En effet, c'est tradé par les algorithmes, mais on n'est pas des algorithmes. On doit se mettre dans la tête d'une personne qui trade à marché
et qui essaye de comprendre en fait qui est le plus fort pour aller avec le plus fort. Parce que les algorithmes, en fait, ils vont toujours faire la même chose, encore une fois. Donc, il y a quelqu'un qui va, par exemple, moi, je peux te mettre ici des Bollinger et je peux te dire, ah bah tiens, il y a l'algorithme, le, bah, en fait, ça s'est arrêté sur la Bollinger. Oui, ça s'est arrêté sur la Bollinger. Mais si on est sur un marché qui est haussier, le marché ne va pas s'arrêter sur la Bollinger. Tu vois. Et c'est ça le piège. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Du coup, on peut, en fait, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Ok. Hmm. Après, Mais voilà, moi quand je même. les utilise, hein, regarde, moi j'ai laissé sur un graphique et je les utilise encore une fois pour chercher les zones de convergence. D'accord? Je ne vais pas m'arrêter à, Excuse-moi, ça. voilà, je ne vais pas m'arrêter à trader parce que j'arrive sur la S1 ou le PP ou autre chose. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment qu'il faut vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Ok. Encore une fois, moi pour moi, la base en fait, pas la base. Le problème c'est on a tellement d'informations dans le trading. Et pour moi, le vrai trading, c'est la lecture de l'order flow, la compréhension des échanges, comment ils se font les échanges, sont agressifs, sont passifs. Enfin, tiens, quand j'ai sur les carnets d'or, je peux voir aussi cette agressivité, cette passivité grâce au tape, vous voyez, des ordres vendeurs, des ordres acheteurs, donc qui sont agressifs ou pas. Et par rapport à la zone, là, je vais pouvoir l'interpréter. Donc, c'est pour moi, voilà. Là, par exemple, moi, je vois ça. Pour moi, il y a une bagarre là. Tu vois? Et c'est sûrement une zone qui a sur le sur le marché, je ne sais pas. Yes. Hmm. Le S. Ouais, c'est le yes, ouais. Bon, on est en train de tourner sur l'open et encore une fois, cet éléphant qui était là, voilà, il obtient ce qu'il veut. Tu testes Titi. Comment? Je disais, tu testes Titi. Non, j'ai Titi aussi. En fait, j'ai les deux, j'ai Titso et Titi. Et, euh, et voilà, parfois j'ai deux comptes de broker, donc j'ai D'accord. j'ai travaillé avec les deux. Mais j'aime bien aussi Titso, hein. C'est euh, c'est intéressant. Voilà, voilà. Ok, bah après j'aurais une dernière question, mais ça concerne je sais pas précisément les trucs. C'était. Vas-y, Bah, vas-y. si tu as le temps, je voudrais que tu me parles. J'ai vu que tu utilisais Zenith de Refinitiv Icon. Je veux savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça. Mais bon, c'est pas une Alors, tâche. Zenith, c'est un logiciel qui est utilisé avec les données des Reuters, d'accord? Donc, en fait, c'est les Reuters des pauvres, parce Voilà. que Reuters, c'est une station comme Bloomberg qui coûte hyper cher. Donc, les Zenith, ce qu'ils ont fait, ils sont développés et en fait une offre qui se base sur sur ce qui se passe sur Reuters, mais à un niveau plus humble, je dirais comme ça. Après, ce qui apporte, c'est plutôt, là actuellement, je l'ai pas encore activé parce que j'étais en vacances et du coup, l'abonnement il coûte environ 100 dollars par mois. Donc, ça, ce qui va t'apporter, c'est si tu as un trader, par exemple, qui s'intéresse au news, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir regarder les news avec des filtres. Dommage, je ne peux pas te le montrer, mais c'est-à-dire que quand... euh, attends. Par exemple, là, j'ai quelques news, d'accord, qui apparaissent dans le marché. J'ai le calendrier économique. En fait, Reuters, c'est presque la même chose, d'accord. C'est tout simplement qui est d'une façon déjà qui est beaucoup plus rapide, parce que les news vont sortir vraiment quand quelqu'un les a dit. C'est-à-dire que si Christine Lagarde dit quelque chose, ou s'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, en fait, la première, en général, là où tu vas les voir en premier, c'est sur Reuters ou sur Bloomberg.
D'accord? Donc, c'est vraiment la rapidité et c'est surtout pour du trading des vêtements. D'accord? C'est-à-dire que si tu vois que tu attends une nouvelle économique importante, aussitôt un discours des Jérôme Powell, tout ça, tu peux l'utiliser. Par contre, si vous ne comprenez pas l'anglais, moi, je n'utilise pas, par exemple, sur le discours de Jérôme Powell, parce que l'interprétation, c'est vraiment au mot près. C'est-à-dire que les filtres que tu peux mettre, c'est par exemple, euh, avant, il y a quelques mois, c'était tapering. Tout ce qui c'était tapering, c'était prisé négatif. Donc en fait, on filtrait les tapering. Dès qu'on voyait tapering, en gros, tu shortais le marché. D'accord? Donc c'est vraiment les spéculations pures. Après, bon, ça te sert aussi pour regarder les news de, des Reuters, c'est-à-dire ce que tu sais passer la nuit. Tu peux regarder aussi le calendrier économique de Reuters. Par contre, tu ne peux pas avoir le pôle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les prévisions. Ah bah, simple, là, tu as les prévisions ici. Tu ne peux pas avoir ça parce que ce n'est plus valable. Donc avant, c'était inclus, mais depuis déjà quelques mois, ce n'est plus inclus. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas les regarder. C'est-à-dire que tu vas avoir tout simplement le previous et celui qui va sortir. Par contre, ça sort vite. Donc, ça, c'est vraiment un outil. Après, tu peux avoir des graphiques, des yields, des choses comme ça, que c'est plutôt intéressant. Moi, je l'utilise principalement pour regarder certains graphiques, pour voir des corrélations sur euh, d'autres types des par exemple la corrélation entre la livre sterling et l'euro, des choses comme ça, qui peut te permettre de voir un aperçu des comment la journée pourrait se dérouler. Après, bon, c'est des choses que c'est plutôt des analyses, mais ce ne sont pas ce sont des interprétations très subjectives. Après, c'est un outil intéressant. Après, bon, ça coûte cher quand même, 100 euros par mois. Si tu cumules tout, ça Oui, devient cher, quoi. ça a le coup, ça a le coup. Hmm, Je te remercie. de rien. Si vous avez d'autres questions, sinon je vais répondre rapidement aux autres questions pour l'enregistrement. Non, pas de questions pour moi. Non. Bon, j'avais une question qui m'a été posée par rapport le volume profile de Rancho Dinero. Qu'est-ce que j'en pensais par rapport au volume profile et market profile de Ninja Trader. Donc, j'utilise que le volume profile de Rancho Dinero parce que c'est lui qui en fait qui représente le mieux les volumes et le market profile. Donc, en effet, le volume market profile de Ninja Trader vient inclus dans la licence à vie. Mais la façon comment il est structuré, comment il est organisé, ce n'est pas ce qui convient le mieux, en tout cas pour moi. Donc vous pouvez toujours travailler avec ce type de volume à market profile. Mais si vous pouvez, prenez le volume market profile des ranchos. Donc, jusqu'à présent, c'est celui qui je trouve le mieux. C'est vraiment une belle, un beau visuel du market profile et en tout cas il est très réussi parce que on voit vraiment tout ce qu'on doit voir dans le volume et le market profile. Et cette même personne m'a posé la même question mais sur le footprint. Donc sur le footprint, euh, je préfère celui des Ninja parce que j'ai aussi celui des Rancho Nero mais je ne l'utilise pas pour la même manière. C'est-à-dire que sur celui des Rancho Nero, je l'utilisais plutôt pour utiliser des autres types de rotations parce que le footprint des Ninja Trader ne permet pas de voir certaines rotations comme par exemple le reversal bar. Donc pour ça il faut que je passe par celui des reins chauds et je peux voir du coup je peux le configurer par rotation. Ce n'est pas ce que je préfère les visuels. Après on peut toujours les configurer, mais je préfère toujours celui des Ninja parce que avec celui des Ninja on peut voir vraiment les ondes d'absorption qui sont très très intéressantes. Donc, moi, comme je vous ai dit, quand on s'intéresse à l'order flow, on va essayer de s'intéresser vraiment à l'agressivité
et à la grosse passivité, on va dire comme ça, des intervenants pour pouvoir prendre des trades. Donc, en effet, l'agressivité, on peut le voir avec les imbalances sur le footprint des reins chauds. Par contre, on ne peut pas configurer les couleurs comme on fait par exemple à NinjaTrader, donc ça ne m'intéresse pas. En plus, la barre statistique ici, ce n'est pas ce que je préfère non plus. Moi, j'ai les deux, donc voilà, je suis content, mais si je devais choisir, je choisirais celui des Ninja pour ceux qui ont la licence à vie. Pour ceux qui n'ont pas la licence à vie, ils ne veulent pas mettre pour la licence à vie tout cet argent, bah prenez dessus les reins chauds, mais bon, ce n'est pas ce que je préfère en tout cas. Voilà mon point de vue. Autre question qui m'a été posée, c'était par rapport aux carnets d'ordre. Donc, les carnets d'ordre Jitso, NinjaTrader et Titi. Bah, je pense que Jitso fait un très bon travail. C'est plus souple que Titi. Le carnet d'ordre NinjaTrader, je ne le conseille pas en tout cas pour trader au carnet d'ordre. On peut toujours l'utiliser pour exécuter des ordres, mais ce n'est pas ce que je préfère. Celui de Titi pour moi, ça reste la référence, mais voilà, ça a un prix aussi. Et si je devais choisir en fait qualité-prix, meilleur rapport qualité-prix, ce serait Jitso. Après, Jitso aussi, quand on trade un réel, évidemment, il faut payer 50 $ par mois pour avoir le carnet un réel. Je sais que TickTick les propose, que William peut témoigner. Mais voilà. Après, c'est une question de goût aussi. Hein. C'est comme tout, hein. C'est comme les plateformes. Là, j'ai pas de question de plateforme. À chaque fois, je dis c'est une question de goût. Je ne peux pas donner mon avis, l'imposer parce que c'est comme les voitures. Il y a certains qui vont les voitures sportives, des autres qui vont aimer des grosses voitures 4x4. Donc, c'est exactement la même chose. Bah, par rapport à la plateforme, le carnet d'ordre, c'est exactement la même chose. La seule chose que je sais, c'est que la lecture sur les carnets d'ordre des NinjaTrader, c'est vraiment pas terrible. Donc je ne les conseille pas pour, euh, pour faire une lecture de carnet d'ordre, en tout cas, pour ceux qui tradent au carnet d'ordre. Pour ceux qui tradent au carnet d'ordre, allez sur Titi ou sur Jitso. Hein. C'est, voilà. Jitso, c'est plus souple aussi. Hein. Comment? Oui. Je disais, par contre, sur Titi, tu n'as pas l'inside print. Sur Titi, tu n'as pas l'inside print, en effet. Mais après, si tu trades au footprint, l'inside print, ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc, Oui. ouais. Oui, je sais. Quand tu ne trades pas avec le footprint, oui, voilà. Donc, ouais. Après, dans les salles des marchés à Londres, à Tia, par exemple, là-bas, tout le monde utilise Titi. Et bah, on utilise Jitso pour les formations, mais Titi est utilisé pour les trading. Il y a certains qui n'ont même pas les volume profile sur le, sur le carnet d'ordre. Hein, parce que, en fait, on va s'intéresser à des autres outils. Le carnet d'ordre, c'est vraiment l'outil d'exécution où on va pouvoir repérer facilement aussi les absorptions. Et les tapes qui servent aussi pour repérer les agressivités. oui, après, ça dépend des marchés trading. C'est sûr que si tu trades le Nasdaq ou l'IS, l'inside print, tu n'as rien à faire. Oui, tu n'as rien à faire sur les Nasdaq, l'inside print, ça sert absolument à rien. Sur les DATS, hein, sur le IS, ça reste quand même moyennement pertinent. Mais voilà, c'est d'un point de vue objectif, je pense que la latence sur Titi, elle est meilleure que sur Jitso. Par contre, Jitso, ça reste voilà, un excellent outil pour trader hein, au carnet d'ordre. Moi, j'ai les deux et je suis très content des deux. Et parfois, j'ai trade que sur Jitso, parfois, j'ai pas des ordres sur les deux. Mais j'essaie de pas trop encombrer. Hein. Sinon, l'ordinateur, après, même s'il est très puissant, il va ramer un peu. Et la dernière question que j'avais reçue, c'était qu'est-ce que j'ai pensé des micros, donc des micro-contrats. Donc les micro-contrats, ce sont des contrats qui sont très très intéressants à trader. Quand vous ne tradez pas avec un gros capital,
c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Après les micro-contrats, il faut savoir les choisir, il faut pas traiter tout et n'importe quoi. Parce que si vous regardez certains carnets d'ordre de micro-contrats, je peux vous dire que c'est impossible à trader avec ce type de contrat. Par contre, sur le marché américain, le micro IS, c'est super intéressant pour ceux qui traitent le micro IS. Le Nasdaq, le Nasdaq, le DAX, il s'améliore aussi sur la fluidité du carnet d'ordre. Donc, je pense que le market maker, il est en train de travailler euh, pas mal sur ça parce ouais, il y a plus d'un an, c'était vraiment pas terrible à trader les microdats. C'est vraiment presque impossible en fait avec le carnet d'ordre du micro. Je l'ai testé la semaine dernière, j'ai trouvé que c'était pas mal. Les micros sur les yields, sur le bond, c'est vraiment pas bon du tout, actuellement en tout cas. Donc on peut trader les micros, mais il faut choisir son instrument. Moi je pense que le meilleur contrat à trader un micro, ça reste le IS. Euh, Après pour ceux qui tradent le Nasdaq, peuvent trader le Nasdaq. Je ne traite pas le Nasdaq, mais voilà, ça reste aussi une possibilité. En général, les micros du CME sont assez bien développés déjà, donc on a vraiment la liquidité, les mouvements qui suivent le, le, le marché des mini. Voilà pour ces trois questions que j'avais reçues. Je ne sais pas si vous, les gars, vous avez encore des questions. Euh, J'avais une petite question du coup par rapport au micro. Comme en fait, c'est des marchés avec des volumes différents. Mhm, Moi, je me base quand même mes analyses sur le marché yes réel. mhm. Et même si je peux rentrer en micro, question, c'est des fois, est-ce que au niveau des entrées, même au carnet d'or, si tu traites les micros du coup au carnet d'or, est-ce que des fois, bah, du coup, tu analyses, enfin, tu vois des volumes ou même de la liquidité qui sont pas forcément cohérents? Alors, déjà, quand on trade, ouais, en effet, les micros, on va regarder toujours les analyses, en effet, des volumes du mini. D'accord? Donc, on va regarder les footprints, le market profile du mini. Même si l'autre, il est répliqué presque de la même manière, par exemple, parfois, vous allez avoir un, un IS qui est avec le delta positif et un micro avec un delta négatif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font du hedge ou tout simplement les market makers ils vont faire du hedge. Tout est algorithmique, voilà, tout est automatisé. Les mouvements vont être pratiquement les mêmes. Sur le IS, on arrive quand même à voir les niveaux d'absorption. D'accord? Donc, quand on a un marché en train d'absorber, par rapport à la dynamique du carnet d'ordre, on peut voir aussi les absorptions. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, il y a des autres marchés, on ne va pas pouvoir les voir. D'accord? Sur les tapes, il faut toujours, encore une fois, placer le tape de- du, euh, du, du mini, pas du micro. Et, euh, et la seule chose en fait que vous allez utiliser, c'est le, c'est le carnet en fait des micros. Vous n'allez pas forcément interpréter la quantité de volume, etc. Ni vous n'allez pas trader non plus des, euh, des ordres en fait iceberg. Après, vous pouvez faire toujours mettre deux carnets à côté, vous observez celui du réel, du mini, et vous tradez les micros. C'est aussi une autre possibilité qu'on a. Il y a différentes possibilités. Mais par rapport à la gestion des risques, qu'on n'a pas un capital qui est conséquent, c'est le mieux à faire, c'est commencer par les micros. Il faut se mettre dans la tête que voilà, les trading, on les fait pour du long terme. Et quand on apprend le trading, il faut vraiment essayer de rester euh, les pieds sur terre. Et pas dire, bah, j'ai gagné je sais pas combien aujourd'hui, parce que le lendemain, je les ai perdus. Et c'est ce qui se passe au tout début. En fait, au tout début, on est très gourmand, on gère pas les émotions, etc. Du coup, le plus important, c'est que nous restons en fait avec le but que le trading, c'est à long terme et pas un jeu. D'accord? C'est un jeu d'argent en effet, mais un jeu en fait qui nous fait vivre ou pas, mais en tout cas, le but c'est que ça nous fasse vivre en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un capital, même moi, par exemple, je peux avoir un capital de plus de 15 000 euros
Et parfois, je trade que les micros. Parce que ça m'intéresse pas parfois de trader sur des moments où la volatilité est très élevée, les mini. Donc, après, si vous avez un capital à 500 000, bah, en effet, il faut les faire, ou des 100 000 ou des 50 000, il faut les faire rentabiliser, quoi. Donc, il faut travailler avec des contrats plus conséquents. Voilà. Ok. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous remercie à ceux qui étaient là. À ceux qui ne sont pas venus, parce qu'ils étaient quand même inscrits, bah, vous allez recevoir le replay.